l'occasion de faire quelques remarques très générales sur le travail sur les fleurons, qui sont pour moi une aventure qui remonte de nombreuses années. J'avais commencé un travail de maîtrise dans ma formation de bibliothécaire en 1978, pour parler français. Donc ça fait plus de 40 ans que je côtoie les ornements. Ayant pris ma retraite l'année dernière, je m'y suis remis un peu plus assidûment et je suis très content de suivre, de faire partie du petit groupe qui suit le projet pour voir comment se développe cette étude sur Marc Michel. Donc on l'a déjà dit, je vais, comme le temps est compté, pas trop m'étendre là-dessus. Vous avez mon PowerPoint. On a bien dit que les raisons d'avoir des corpus d'ornements à disposition sont liées au fait qu'une très grande partie de la production de livres imprimés sous l'Ancien Régime se donne une provenance mensongère, pour diverses raisons. Tout d'abord, bien sûr, quand on publie un livre qui n'est pas officiellement approuvé ni approuvable, parce que considéré comme scandaleux, c'est le cas de certains ouvrages de Voltaire, comme ces éditions originales de Candide et de l'Ingénu, qui toutes deux ont été publiées à Genève, l'une par le frère Kramer, l'autre par Gabriel Grasset. On ne peut pas officiellement mettre son nom sur la page du titre. Donc on choisit des noms un peu exotiques, des villes situées en Hollande ou en Angleterre si possible, parce que ces deux seuls pays n'ont pas de censure préalable. Un autre cas où on met des fausses adresses, des adresses qui peuvent être détournées, c'est souvent le cas comme ici pour les œuvres de Beaumanoir. C'est un éditeur parisien qui se cache derrière Lausanne en se présentant juste comme revendeur de livres. Ces cas-là sont assez typiques des permissions tacites. Ce système en France, et ailleurs dans d'autres pays européens, mais surtout en France où ça s'est développé, où l'État, les autorités acceptent que le livre soit publié, mais officieusement. C'est-à-dire qu'on dit au libraire, oui, vous pouvez le publier, mais il ne faut pas que ça soit chez nous, officiellement. Donc on met des adresses détournées, comme la seconde édition de l'Ingénu, qui est publiée par Voltaire quasiment en même temps que celle qu'il fait publier, qu'il fait imprimer à Genève. Elle est là pour cela, cette mention seconde édition, mais elle est contemporaine à la première. Il envoie un autre manuscrit à Paris avec des légères différences textuelles, et le libraire parisien Jacques Lacombe obtient une permission tacite. Il publie donc le livre sous l'adresse de Lausanne, et il y a toute une génération d'ingénus et de hurons sous l'adresse de Lausanne, je crois une douzaine d'éditions, qui ont été imprimées en 1767 sous cette adresse de Lausanne, aucune n'ayant vu le jour à Lausanne. Il y en a une qui a été imprimée à Lausanne, mais elle reprend l'adresse de Utrecht où avait paru l'édition genevoise. Et le dernier cas, c'est le dia suivant, c'est la contrefaçon, qui est une pratique très répandue où il n'y a pas de réglementation internationale protégeant les libraires. Même au sein d'un pays comme la France, si on n'a pas un privilège du roi, on n'est pas protégé. Donc n'importe qui peut imiter une édition parisienne à Avignon ou ailleurs en mettant le nom. C'est le cas de cette partie de chasse d'Henri IV, de Collet. Là, c'est trois exemples, trois éditions totalement différentes, qui ont, sauf erreur, exactement le même nombre de pages, donc qui au niveau des catalogues de bibliothèques ne sont pas distingués. Ce qui est assez amusant, c'est que le prix du livre est différent. Je pense que l'édition originale parisienne est la première, elle est à 3 livres, c'est-à-dire 3 francs, c'est-à-dire 60 sols. Et vous voyez que les contrefacteurs annoncent la couleur. Un se dit quand même à 3 livres. C'est marrant parce qu'il ne reprend pas l'avec approbation et permission. Et les deux autres contrefacteurs, probablement étrangers, c'est le cas du 4e qui est lausannois, ne reprennent plus finalement, reprennent la mention, mais ne reprennent plus le nom de Gueffier, simplement la veuve du chef. Donc la contrefaçon, un phénomène endémique qui brouille beaucoup les cartes. Quand un historien cherche à savoir où les choses sont imprimées, c'est très compliqué de savoir, quand on a 10, 20 contrefaçons d'un même texte la même année, où est-ce qu'il a réellement paru et qui l'a publié. Alors une mise en garde importante, c'est qu'imprimeur, déjà une première mise en garde, pardon, j'ai sauté un paragraphe, les ornements qu'on étudie ne renvoient pas à un éditeur, mais à un imprimeur.
sauf le cas où l'éditeur est lui-même imprimeur, ce qui arrive, les deux métiers peuvent être exercés par la même personne, les ornements ne sont pas d'un réel secours pour identifier qui a imprimé, et là on doit se référer à la correspondance des éditeurs, si elle est conservée, voire à des catalogues de leurs livres de sorte. Il arrive qu'on ait la chance d'avoir un catalogue de livres de sorte qui se distingue de l'assortiment. L'assortiment étant les livres vendus à quelques exemplaires, et les sortes, les véritables éditions dont le libraire possède une quantité, donc dont il est susceptible d'être l'éditeur. La deuxième mise en garde, imprimeur, imprimé, sont des mots dont l'usage est tout à fait trompeur sous l'Ancien Régime. Le nom d'éditeur, le métier d'éditeur et l'emploi du terme n'apparaît qu'à la toute fin du XVIIIe. Et un libraire qui veut indiquer qu'il est éditeur ajoute souvent libraire-imprimeur, alors qu'il n'est pas du tout imprimeur. Simplement pour dire qu'il publie des livres. Et dans la correspondance, très souvent, un libraire dit « j'imprime actuellement » pour dire « je publie ». Donc attention à l'interprétation des documents d'époque. Cette règle qui voudrait qu'un ornement renvoie à un imprimeur précis doit être nuancée, hélas, ça serait trop simple, comme toujours. Tout d'abord, le matériel ornemental a une durée de vie importante. Ces bois gravés ont parfois été utilisés pendant 50 années par des imprimeurs qui se sont succédés ou qui ont passé dans d'autres... vous pouvez aller un petit peu plus loin. Oui, là, j'aurais pu commenter ça, excusez-moi, juste pour vous dire au niveau de l'imprimeur, vous voyez cette édition des Lettres fanatiques qui porte Londres, est en fait publiée à Lausanne par Bousquet, mais imprimée par Jean de Simmerly, dont on reconnaît le matériel. Voilà un exemple d'un bois des Cramères qui a passé à la Société littéraire et typographique d'Yverdon, qui avait son imprimerie, qui est donc un éditeur-imprimeur. Et puis là, c'est l'exemple d'un petit bandeau qui a été utilisé très souvent à Lausanne. En fait, il est apporté à Lausanne par Marc-Michel Bousquet, qui est un éditeur, un libraire. Quand il vient à Lausanne de Genève en 1737, il a dans sa valise ce petit bandeau qui lui appartenait, et il l'avait confié déjà en 1937 avant de partir à Jean Gallet, c'est la deuxième ligne à Genève, et puis ensuite il le distribue tantôt à Zimmerli, tantôt à Chapuis, qui sont les deux ateliers lausannois qui travaillent pour lui. L'image suivante, alors ça c'est un cas intéressant, c'est le cas où c'est heureusement pour nous, c'est rarissime, mais cet ornement qui est utilisé dans un livre imprimé à Neuchâtel à la Société typographique en 72 se retrouve dans un livre à Genève en 78. Et en auprès de la Société typographique, il n'y a qu'une seule et unique occurrence de cet ornement. Et en travaillant sur les papiers miraculeusement conservés de cette Société typographique de Neuchâtel, où on a toute la correspondance, les échanges, l'engagement personnel, on voit que ce fameux Nouffer, qui plus tard s'établit à Genève, est à ce moment-là compositeur à la Société typographique. J'en ai déduit, mais c'est une histoire que je raconte sans source, que Nouffer a probablement gravé lui-même ou acheté lui-même ce bandeau et qu'il l'a emporté avec lui quand il a quitté Neuchâtel pour Genève. On voit aussi que les imprimeurs se prêtaient les bois gravés. Oui, tout à fait, je viens en parler. Ce qui n'empêche pas d'autres pièges d'être susceptibles de compliquer notre travail d'identification. Tout d'abord, cette question de la sous-traitance. Il est fréquent qu'un éditeur qui a lui-même son imprimerie soit contraint, pour des raisons ou d'autres, de confier du travail à d'autres ateliers. Donc ce n'est pas parce qu'on est imprimeur qu'on imprime uniquement chez soi. Parfois c'est encore plus compliqué dans des ouvrages qui doivent être publiés rapidement, pour lesquels on craint une contrefaçon. L'éditeur prend soin de distribuer les cahiers dans différents ateliers, parfois dans des villes différentes. J'ai des exemples de livres qui sont imprimés en partie à Lausanne, en partie à Genève. Et la seule explication possible, c'est vraiment de se dire, parce que ça n'est pas du tout rationnel, que l'éditeur a peur visiblement que son sous-traitant
tire pour lui la totalité de l'ouvrage et vend des exemplaires, ou transmettre les feuilles imprimées à un collègue, un confrère qui imprime une contrefaçon de son côté. Parfois aussi, c'est simplement une question de rapidité de travail. On prend les presses à disposition, hein, le rythme de travail est important, mais parfois on souhaite participer à la foire de Francfort, avoir son ouvrage prêt, il faut tout d'un coup monopoliser une dizaine de presses alors qu'on ne l'avait pas prévu. Donc ça peut expliquer ces questions de sous-traitance. Il y a aussi la question des émissions différentes. Vous avez ici un cas qui se réfère directement à Marc Michel Rey, c'est l'édition des Mœurs de Toussaint, qui est un ouvrage qui est publié à Paris, et immédiatement censuré et interdit. Et l'ouvrage, avant qu'il soit censuré, est repris à Lausanne par Bousquet, qui le publie sous son nom, probablement avec l'accord de l'éditeur parisien. Et très rapidement, après la censure du livre, Bousquet va publier en 2 années 4 ou 5 éditions des Mœurs, mais où son nom n'apparaît plus du tout. Et une des émissions spéciales de l'édition Bousquet de 48 paraît sous le nom de Rey, probablement que Rey, qui était le filleul de Marc-Michel Bousquet, a acheté un certain nombre d'exemplaires à son parrain pour pouvoir les vendre, mais en demandant qu'une page de titre à son nom soit imprimée. On a aussi le même cas de figure lorsque l'ouvrage est remis dans le marché parce qu'il ne s'est pas vendu. Vous voyez, ces 2 éditions parues à 5 ans d'écart de ce livre de la vie privée des Romains par un docteur professeur de l'université de Lausanne, visiblement a été un flop commercial, puisque 5 années plus tard, il reste des exemplaires et qu'on réimprime un nouveau titre, qu'on coupe la page de titre originale et on rafraîchit, entre guillemets, le vieux stock. Donc c'est très intéressant pour l'histoire de l'édition, parce que ça veut dire qu'on pourrait croire que l'ouvrage a eu du succès, qu'on l'a réimprimé, et c'est vraiment, quand on le regarde matériellement, on dit c'est exactement le contraire, l'ouvrage ne s'est pas vendu. Il y a encore, heureusement, très rarement, des incohérences patentes au niveau des ornements, suite à des décisions dont on ne connaît pas la raison, qui peuvent être une demande expresse de l'auteur, par exemple, peut-être, ou alors d'une intervention après l'impression pour ajouter des cartons qui peuvent faire qu'un atelier a imprimé une partie du livre, et tout à coup on trouve du matériel d'un autre imprimeur au sein même de l'ouvrage. J'ai 2 exemples qui illustrent cette pratique. Tout d'abord, ce tome 9e des Annales de Linguet, l'édition lausannoise des Annales de Linguet, qui a été imprimé, et là c'est le cas d'un ouvrage à succès qu'on veut imprimer très rapidement et qui ne soit pas encore contrefait. L'éditeur, la société typographique, dispatche l'impression à plusieurs imprimeurs, Henri Vincent, et Jean-Pierre Rebac et Isaac Ignou, qui sont 3 ateliers lausannoises. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'Henri Vincent est à ce moment-là en train de s'établir à Lausanne, mais n'a pas de domicile encore sur place. Il travaille probablement, aucune source historique l'atteste, mais dans l'atelier de Jean-Pierre Rebac. C'est la seule explication, dia suivant, qui nous permet de comprendre qu'à la même page, on a un bandeau qui est du matériel de Rebac typique, et un petit élément qui est typique de Vincent qu'on ne trouve pas du tout chez Rebac. Dans un même cahier, à la même page, ça veut dire visiblement que les 2 imprimeurs travaillaient dans un même local et que leur matériel s'est mélangé. Ensuite, rapidement, Vincent va trouver son propre local et ça ne se reproduit pas. Et puis, ce dernier exemple, cette édition le précédent, de l'avis au peuple sur sa santé, est imprimé par Jean Zimmerli à Lausanne, mais le bandeau qui figure en tête est du matériel de chapeau. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est l'auteur, le docteur Tissot, qui vivait à Lausanne, qui trouvait ce bandeau beau et qui a demandé qu'il soit utilisé? Je n'ai absolument aucune idée de la raison. C'est des cas où on s'arrache les cheveux parce que tout coïncide. C'est le thé Saint-Augustin italique typique, là, avec ses petites fioritures de Zimmerli, et tout à coup, on a cet ornement de chapeau. Mais ne vous effrayez pas, ce sont quand même des... Là, je suis aux frontières des choses très très compliquées. L'essentiel est de ne pas se bloquer non plus là-dessus et d'aller de l'avant. Les bidouillages après impression, c'est l'exemple suivant. Ce livre destiné surtout aux protestants du Midi de la France a été imprimé à Vevey, dans la proximité de Lausanne.
Et il y a un feuillet qui a dû être fait et il a été imprimé à Lausanne. C'est le feuillet qui porte la page 35 et 36. On voit toutes les pages du livre ont ce petit motif. Celui-là, Zimmerli a mis un motif différent. Et si on regarde un petit peu plus près, par exemple, les apostrophes ne sont pas de la même fonte. Le T romain, pour le caractère romain, je compare le T et le Q, qui sont des lettres qui sont souvent variables d'une fonderie à l'autre. Pour l'italique, il y a la perluette, il y a différentes choses qui sont variables, mais pour le romain, le T, par exemple, ici, est différent du T utilisé à Vevey. Donc ça, ce sont des cas qui sont assez perturbants, mais heureusement plutôt rares. C'est le décor dans lequel évoluent éditeurs et imprimeurs à l'époque. C'est un peu la façon de travailler que nous avons eue. Il est temps maintenant de se pencher un peu sur nos fameux ornements. À l'instar des empreintes digitales et de l'ADN, la constitution de bases de données peut être d'une très grande utilité pour espérer se retrouver dans les millions d'ornements utilisés par les imprimeurs d'Ancien Régime. Les premières approches, qui étaient forcément ciblées, matérielles d'un imprimeur précis, d'une ville, visaient à construire un outil raisonné permettant d'établir un véritable curriculum vitae pour chaque ornement étudié. Donc, un travail très précis, un travail de bénédictin, c'est ce que j'ai fait à Lausanne quand j'ai créé cette base de données d'ornements utilisés à Lausanne. Je travaillais sur les traces de Guy Parguès, le Lyonnais, qui a été un père fondateur. Il m'importe que son nom soit évoqué dans notre séance, parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui m'a beaucoup apporté, ou Jeanne Vérin-Forêt à la Bibliothèque nationale à Paris, il y avait bien sûr Giles Barber aussi à Oxford, qui ont dans les années 60, 70, essayé de généraliser en France cette étude des ornements. Donc j'ai emboîté et j'ai lancé cette grande étude sur les ornements lausannois, comme d'autres. On a parlé de Jérôme Vercreuz, étonné, s'est appliqué à essayer d'identifier les ornements des éditions Drey. Il y a Daniel Droix à Liège, en Belgique, qui a essayé d'étudier tous les ornements liégeois du XVIIIe siècle. C'est un peu la même démarche. On avait l'impression de fonder quelque chose d'incroyable, et en même temps, c'était quelques tout petits points sur la toile générale de l'imprimerie. Et si on veut vraiment arriver à travailler, il faut avoir une échelle XXL, un beaucoup plus grand nombre d'ornements. Vous aurez dans votre projet sur Ré des faux Ré, mais si on n'a pas un outil de travail à moyen terme, ça ne va pas se faire tout de suite, qui élargit et qui, à partir des millions de livres déjà numérisés, extrait les ornements, on aura toutes les peines du monde de dire ce faux Ré, en fait, il est fait à Rouen ou ailleurs. C'est pourquoi il y a eu une tentative dans d'autres institutions, notamment c'est le travail de Hazel qui va parler cet après-midi, d'avoir une approche différente, beaucoup moins précise, mais de dire on va prendre des centaines de milliers de livres, essayer de les passer à la moulinette de programmes informatiques, extraire les ornements et avoir comme ça, par reconnaissance des formes, accès à un corpus beaucoup plus large. Et ça, c'est une démarche que j'aurais voulu entreprendre. J'ai fait plusieurs demandes de financement dans ce sens-là pour pouvoir aller vers une base de données beaucoup plus large au niveau du contenu qui offrirait aux chercheurs un état non dégraissé, entre guillemets, non raffiné de l'utilisation des ornements, libre à eux ensuite d'aller creuser et de voir que tel motif, il se retrouve 20 fois avec l'adresse de Nancy, une fois avec Amsterdam, une fois avec Londres, et de voir plus précisément les choses. Le projet qui a été développé ici par Christelle et Fabienne et toute l'équipe m'a semblé aller vraiment dans le bon sens en prenant les décisions qui ont été prises. J'espère que ça permettra de constituer quelque chose qui va au-delà de l'exemple de Ré et qui soit upsizeable, pour employer des termes à la mode, à un beaucoup plus grand nombre d'ornements pour permettre cette accroche. Sinon, les chercheurs sont vraiment perdus. On n'arrive pas moyen d'y voir plus clair.
Combien de temps me reste-t-il? 10 minutes. 10 minutes. J'aimerais, dans ces dernières 10 minutes, attirer votre attention sur un certain nombre d'éléments relatifs à la nature physique des ornements. Donc, idéalement, il faudrait prendre en compte. On a parlé des différents types d'ornements, d'un seul tenant, qu'ils soient en bois ou taille douce. Ici, vous avez des fleurons, des bandeaux, des lettrines et les fameux passe-partout, qui posent quand même un problème intéressant au niveau de la reconnaissance, c'est-à-dire que la lettre est interchangeable. Alors, sinon, on a un programme qui fait du 100% de matching, ça sera deux ornements différents. Alors que ce qu'on veut, c'est qu'ils soient regroupés. Dans la base de données fleurons, j'ai même effacé la lettre centrale, parce que ça pose problème. Mais ça, c'est encore un argument justement pour que le matching ne soit pas trop fin. Et puis les tailles douces, bien sûr, qui sont ces ornements-là, beaucoup plus rares, hein, il faut le dire tout de suite, qui ont souvent des signatures de la Mons, qui est Invented, le dessinateur et le sculpteur, puisque la gravure est en 3 dimensions, Joubert, ou ici Chauvin, qui travaille à Lausanne, et qui lui a dessiné, et probablement, puisqu'il n'y a que son nom, dessiné ce motif et qu'il l'a gravé. La difficulté pour ces ornements utilisés tout seuls, c'est à partir de quelle dimension on considère que ce sont des motifs composés isolés et qu'on les traite plutôt comme un motif isolé, si on veut faire des familles. C'est une question à se poser. En vous écoutant tout à l'heure, je me disais finalement, on devrait dire si le motif ne se trouve pas dans les catalogues de fonderie qui existent, on le considère comme un petit bois gravé ou comme un petit ornement métallique. Ce serait peut-être une piste à suivre. Chacune de ces catégories, motifs composés, éléments d'un seul tenant, pose des problèmes qui sont propres à la catégorie. Les ornements d'un seul tenant, tout d'abord, les fameux bois, gravés en relief. Ils sont souvent copiés, avec des degrés de précision différents, avec bien sûr des inversions, avec des signatures différentes, ce qui prouve aussi un rapport à la propriété, à la création différent d'une autre. Pour un graveur de l'époque, il l'a gravé, donc il peut mettre son nom, même s'il a copié le motif lui-même. C'est le cas de Beulien, le petit B ici. Il copie un motif de papillon, et ça ne l'empêche pas de mettre sa signature sur l'ornement. La question pour nous, qu'on doit se poser, c'est comment arriver à regrouper ces ornements. Et ça, c'est de nouveau une question de focale qu'on donne à la comparaison. Parce que, outre le fait qu'on s'intéresse peut-être uniquement au premier ornement affiché, c'est tout de même intéressant de pouvoir élargir et de se dire que ça fait partie d'une espèce de famille, de coïnée d'ornements qui se reprennent les uns les autres. Ça, c'est plutôt un intérêt au niveau de l'histoire de l'art. Il y a aussi le problème de la position de l'ornement dont il faut tenir compte. On a là une très belle édition, fausse édition de Londres qui est faite à Lausanne. Le bois est imprimé à l'envers. Il faut que la machine qui calcule les ornements considère que c'est le même, mais avec une rotation de 180 degrés. L'ornement suivant, j'ai rétabli pour que vous voyez que je ne vous dis pas de bêtises. Il y a la question de l'ancrage, bien sûr. Quand on voit deux éléments comme ça, on peut dire pour la machine, ça ne va pas être évident. Ce n'est pas exactement les mêmes dimensions non plus, puisque le bout de la pointe de la feuille a été coupé. Ici, avec ces passe-partout aussi, quand l'ancrage est très mauvais, on arrive même difficilement à revoir le sujet. Mais ça, il y a quand même la structure générale de l'image qui devrait le permettre. Puis des éléments plus importants comme ceux-là, avec des grands passe-partout, avec un trou dans lequel l'imprimeur peut insérer différents motifs. Et ça serait vraiment très intéressant de pouvoir soit cibler sur cette combinaison-là, ou alors essayer d'avoir encore une fois, les ornements produits par polytypage qui apparaissent, se généralisent dans les années 70 en Europe, posent aussi un problème important. En tout cas, ce sont des ornements qui sont gravés au départ et ensuite on crée une matrice et puis on les vend à différents imprimeurs. Vous voyez qu'il y a des différences qui sont très faibles.
par exemple, l'ornement de Samuel Fauche. Heureusement, il est cassé à un endroit, il est différent, ça m'a permis d'être sûr absolument qu'un livre qui n'avait que cet ornement, s'il n'y avait pas eu ce défaut évident, on aurait vraiment difficilement pu savoir duquel de ces 8 ateliers provenait le livre. Voilà ce fameux ornement de Fauche par rapport à un autre, on voit pas mal de différences, la petite cheminée aussi, c'est un peu les jeux de la place. On doit essayer d'identifier les 7 différences. Et puis, le problème, c'est cela. Montez l'image suivante. Fink a développé un système où, à partir d'un motif, il le faisait en polytypage et il pouvait découper des parties. Et on peut revenir au précédent. Ce motif que j'ai montré a donné lieu à tous ces ornements, qui sont tous des parts d'un ornement mère, si je puis dire, d'un ornement mère. Alors, ce film qui est actif à la fin des années 70, c'est pas quelque chose de si courant que ça, mais ces parties séparées, on les trouve, si vous prenez la preuve pour les fleurons, là, le petit livre que j'ai fait, ils sont énormément utilisés. C'est assez intéressant si les systèmes dans lequel on va permet justement de relier les choses comme ça, mais ça reprend un petit peu la problématique des éléments composés où on cherche des éléments qui sont repris dans un ensemble, avec la seule différence que le motif bien précédent, le motif général, il n'a pas ces fameuses coupures. Oui, c'est ça. Chez nous, il va être identifié comme un monobloc. Oui. Oui. Oui, alors juste pour comprendre comment ça marche, c'est plusieurs pièces qui sont alors, combinées. Tout à fait, le graveur peut grave des éléments comme ça et ensuite il les découpe et il vend des parties. Comme il fait plusieurs exemplaires, il peut, de sa matrice, il peut tirer 20 exemplaires de l'ornement complet, et ensuite en vendre certains complets et d'autres à la demande sur une partie du motif. Oui, c'est le papier. Non, le motif métallique en tôle qui crée à partir de sa matrice les 10 ou 20 exemplaires et peut ensuite les découper à la manière dont il veut. C'est bien sûr des pinces à métal qui sont utilisées pour ça. On polymer, on voit des traces de petits clous parce qu'il ne faut pas oublier que ces éléments métalliques sont ensuite rivés sur les blocs de bois pour être utilisés par les imprimeurs et avoir la même hauteur que les caractères, être d'aplomb. Il y a toujours un calage nécessaire, mais c'est quand même... Et on voit dans certains cas des petits ronds noirs qui sont les traces des clous. Oui, la matrice, c'est en gros le moule à partir duquel on... Voilà, à partir d'un ornement gravé sur bois, on crée un moule, une matrice. Je ne sais pas si elle était en céramique, ou là je n'ai pas de précision sur la façon dont les matrices étaient créées à partir des ornements gravés sur bois. En fait, si c'est du polytypage, c'est par électrolyse. Oui, c'est à l'époque, je pense pas que c'était moulage plomb, en fait. D'accord. Je pense. Pour avoir... Donc on peut mouler dans le plomb le bois gravé et ensuite revendre. Et on vend des détails. En fait, c'est ce qu'on appelle un tige. Mais cette question du polytypage est importante parce que ça nous dit en tout cas qu'on ne peut pas, dans bien des cas, dire ça provient de tel atelier sur un seul ornement. Il faut absolument combiner ça avec d'autres ornements, les caractères typographiques, le papier qui peut confirmer une provenance géographique, parce que les ornements, ce n'est pas la seule chose qu'on étudie matériellement. Il y a les caractères typographiques, il y a le papier et il y a les façons de travailler des imprimeurs. Là, c'est un petit peu discutable parce que pour les contrefaçons, il arrive très souvent qu'on reprenne un modèle parisien à Lausanne en prenant même les signatures parisiennes, la façon de travailler en copie 100% idéal. Donc ça, c'est un petit peu à raffiner. Mais ces éléments-là, composition, papier, caractère typographique, permettent de cibler une aire géographique. Pas un atelier précis, mais une aire géographique. Les ornements sont un petit peu plus précis.
Pour les motifs composés, là je pourrais aller un petit peu plus vite parce qu'on a bien compris que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de créer l'alphabet ornemental que possède un atelier. Il y a des cas où on retrouve certains éléments, mais pas tous, et d'autres qu'on ne trouve plus du tout dans cet atelier, donc que l'imprimeur en question ne possède pas. Ici, on voit, c'est toutes des choses imprimées chez Chapuis, on retrouve les mêmes éléments dans tous ces motifs. Il y aurait donc une espèce d'alphabet propre à chaque alphabet ornemental propre à chaque atelier qui serait intéressant d'établir. Moi, j'aimerais bien avoir pour Ray, tiens, qu'est-ce qu'il avait comme ornement, de la limite de quelle fonderie il provient, etc. Ça serait vraiment une très bonne chose. On voit aussi que ce qui est intéressant, c'est que ces éléments sont scalable en fonction du miroir de page. Et ça, c'est aussi des variations qui pourraient être intéressantes et importantes de regrouper. Parce que ça, c'est finalement le même ornement, mais juste rallongé de quelques éléments pour une justification différente. En revanche, je reviens à cette image, quand il s'agit d'une simple frise avec un seul élément répété, je trouve que c'est beaucoup moins parlant. Parce que cet élément-là, il y a des tas d'ateliers qui le possèdent. Mais ces trois éléments assemblés de cette manière sont beaucoup plus typiques. Ça, je vais le trouver à Genève, chez les petits ateliers, peut-être à Rouen, sur ces autres, et donc c'est pas très parlant. Il faut qu'on le documente, mais c'est pas ça qui va nous permettre d'attribuer à une région précise. Le suivant, oui, on a aussi les questions de regroupement, un problème intéressant, ce passe-partout réalisé avec des motifs séparés. Chaque motif est mis dans un autre sens. Comment faire mathématiquement pour qu'on considère qu'il y a une similitude entre ces éléments? Et puis la question des encadrements est un gros problème. Ce sont des éléments pleins de creux au centre et c'est très difficile à gérer, je trouve, pour les programmes de reconnaissance. S'il vous plaît, je crois qu'il y avait déjà une question de Oui. C'était sur l'exemple d'avant. Oui. Sur l'exemple d'avant. Enfin, celui d'avant encore. Celui d'encore avant, oui. En haut. Donc, effectivement, la combinaison des trois trucs très particuliers est une bonne signature, mais est-ce que dans les motifs très répétés, vu qu'il faut mettre plein de petits morceaux d'un coup, est-ce que les imperfections de ces petits morceaux ne pourraient pas servir comme signature encore plus forte? Alors ces éléments sont ficelés et réutilisés, on les trouve parfois dans plusieurs livres. Cet ornement-là, en l'état-là, apparaîtra plusieurs fois. Celui-là apparaîtra plusieurs fois, mais peut-être avec les deux points supprimés, parce que c'était un tout petit peu trop large. C'est des variations parfois infimes, mais là aussi l'important c'est plus de regrouper que de séparer, de mon point de vue. Oui. J'ai un peu le même genre de questions, parce que donc hier on vous a montré les outils Viz et Pixplot qui permettent de regrouper les ornements, mais on se trouve confronté à une limite des deux côtés, et je pense qu'aucun algorithme ne permettra vraiment de trancher ça si on n'a pas une définition un peu claire au départ, c'est-à-dire à partir de quel moment on considère que c'est un ornement identique. Est-ce que là vous avez dit qu'en haut le bandeau plus large c'est un bandeau différent, c'est deux motifs différents pour vous. Par contre si la frise elle est prolongée, non, je ne crois pas avoir dit ça. J'ai dit simplement qu'il serait intéressant de pouvoir dire j'aimerais celui-là absolument dans cet état-là, dans cette largeur-là. Dans cette largeur-là, c'est-à-dire que si on le prolonge comment? Après, je pourrais demander, mais est-ce qu'il y a des variantes de cet ornement, donc je serais heureux d'avoir cela, pouvoir avoir une vision plus complète. C'est là que je comprends plus trop variante d'un ornement, ça veut dire qu'il y aurait un motif principal et qu'on le rallonge, mais comment on le rallonge? Parce que là, moi, je vois des espèces de... Des petites fleurs. Voilà, donc là, c'est plus un simple rallongement, comme si on ajoutait le même caractère qui est répété pour faire la frise. Non, on a ajouté un élément qui n'est pas là, on a ajouté... Et du coup, à partir de quelle proportion? C'est une adaptation, comme dans une œuvre littéraire, une adaptation d'un bandeau qui existe déjà. Mais pour moi, ce n'est pas le même ornement. Dans ma base de données, il y a deux. J'ai des ornements, il faudrait que je puisse vous démontrer Fleuron, où ça c'est peut-être, je prends un numéro, je ne le sais plus, l'ornement 672.
Celui-là, ça sera la variante 1 et celui-là, la variante 2 de l'ornement 672. Donc j'ai regroupé moi-même intellectuellement, j'ai fait ce travail. Mais justement, sur quel justement, procédé, est-ce que la machine peut faire des choses comme ça, recréer des familles, des choses qui vont ensemble, quitte à ce que ça soit validé par un opérateur qui dit oui, le regroupement comme propose le programme est justifié ou bien pas du tout. Alors, ce que j'arrive pas à comprendre, du coup, c'est le procédé intellectuel qui vous permet de trouver une espèce d'archétype dont dérivent les variantes. Enfin, quel est le critère pour dire que... Yeux, moi j'ai un... Quand je l'ai sous les yeux, je vois pas. Quand je n'avais pas le logiciel Passepartout qui identifiait les images, et lui, il donne les 20 plus proches dans le résultat des images. Les 20 plus proches, et en général, ça joue bien. 2 ornements comme ça sont assez proches dans les résultats. Mais quand je ne l'avais pas, j'avais une espèce de petit index en disant c'est un ornement avec encadrement qui comprend tel élément principal. Ensuite, je voyais ma fille, je me disais, ah, mais je le connais cet ornement, mais il est légèrement différent. Donc, ça devenait une variante de mon ornement. C'est le raisonnement intellectuel, il se passe, est-ce que j'ai quelque chose dans mon matériel qui ressemble? Donc, c'est la présence. Pas du tout, c'est un nouveau numéro d'ornement. Mais c'est pas, oui. Donc, c'est pas une, comment dire, une chronologie historique, c'est par rapport à l'ordre de la recherche. C'est-à-dire, à partir du moment où je trouve un premier, j'associe un deuxième. C'est pas, je suis capable de dater je l'ai faite quand même chronologiquement, c'est-à-dire, je suis parti en 1725, et année après année, j'ai dépouillé tous les livres que je pouvais localiser comme imprimés à Lausanne. D'accord. Ces années-là, donc, ça permettait de regrouper du matériel qui était utilisé au même moment. Mais cette question-là, effectivement, du regroupement, à quel degré on pourra dire que deux ornements sont des variantes d'un même motif ou pas, enfin, je pense qu'on va être confronté à ça assez souvent. Et peut-être créer une arborescence des ornements, donc des parents et après Exactement, on peut pas, je pense qu'il ne faut pas non plus multiplier les échelons, mais en tout cas pour moi ça a été indispensable d'avoir un ornement et ses variants. Et quand on recherche dans Passepartout le système de reconnaissance des formes, on arrive sur l'ornement et on voit toutes les variantes. Donc toutes les variantes sont indexées dans Passepartout, mais si on clique, on arrive sur la fiche avec toutes les variantes et en rouge la variante recherchée. Juste pour me faire une idée des briques de base qui constituent un ornement, est-ce que chaque étoile est un morceau dont on a composé toutes les étoiles, enfin, c'est quoi les briques de base? Ou alors comme des caractères d'imprimerie, comme des lettres, donc chaque qui sont dans une case spéciale. Chaque petite croix voilà, l'imprimeur a 100 fois la petite fleur Intel, on commandait ça par livre, hein, c'est ce commandé à la livre chez le fondeur, et ensuite c'est vraiment le travail de composition. À la différence qu'on m'a expliqué, mais je n'ai pas de documentation, c'est Jacques Richner, qui est grand spécialiste du travail à l'imprimerie, qui m'avait dit en général c'est le prod qui réalise les ornements les plus importants. Donc il y a le matériel et qui fait la mise en page finale, qui révise. Il avait pu voir que pendant que Spineux, qui est un des principaux prods de la société typographique, travaille à Neuchâtel, il y a une esthétique d'ornement tout à fait typique, que quand le responsable d'atelier change, peut changer aussi. Mais ça, c'est à vérifier. C'est une chose, je ne peux pas vous dire, c'est documenté dans tel élément. J'espère pouvoir le faire avec Lausanne, mais malheureusement, on n'a aucune archive du personnel des imprimeries. Contrairement à Neuchâtel, ils savent exactement qui travaille à quel moment. Ils sont même arrivés à retrouver une empreinte digitale d'encre d'imprimerie sur une feuille, d'un exemplaire d'un livre, et voir qui a imprimé cette feuille-là dans l'équipe de Pressier à ce moment-là, et savoir que c'était l'empreinte digitale de M. Antel, que vous utilisez. Qu'est-ce que je voulais montrer encore? Les encadrements. Voilà aussi un cas qui est un peu embêtant, c'est les ornements hybrides. Il y a un motif. Parce qu'on voit que c'est les mêmes vignettes que précédemment. C'est un motif hybride qui est à la fois dans ce tenant, mais avec un encadrement composé au plan. Mais il faut le prévoir. Il faut le prévoir à des cas comme ça. Voilà les cas où il serait nécessaire que la recherche marche à 100%. C'est-à-dire qu'avec ces
ces 3 soumissions d'images, on arrive au même ornement, ou les deux pour le deuxième exemple. Là, ça reprend un petit peu le cas des combinaisons. Avec ces 2 ornements, la machine trouvera ceux-là. Il peut y en avoir d'autres, mais au moins ces 2 ornements. Alors que dans ces exemples-là, qui sont pourtant aussi faits par le même imprimeur, mais ils n'ont pas ces 2 ornements. Et là, c'est la question, j'ai mis ces petites échelles, parce que c'est une des idées que je trouve importante. Il faudrait vraiment que lorsqu'on recherche, on puisse avoir un réglage de la finesse, de la précision de la reconnaissance qu'on veut avoir, pour pouvoir un peu jouer et éviter que des choses qui sont très proches ne soient pas regroupées. Autre exemple. Bon, ça c'est le dernier, je crois que je ne vais pas entrer là-dedans, mais c'était ma base de données idéale, la façon dont on cherche. J'aimerais, quand je soumets un ornement, pouvoir voir dans quel livre il a été retrouvé, et ensuite les différentes pages dans le livre dans lequel on l'a trouvé. Voilà, il reste une dia. Ah non, je l'ai enlevé. J'ai vu, j'avais écrit l'espoir, mais fou joyeux. Merci beaucoup pour votre attention.